Moi, de ces matinées, j'essaie de faire un résumé au fur et à mesure que j'écoutais parler les différents intervenants. La première chose, c'est dans les titres. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Et je pense que les changements climatiques, on l'a vu pendant la matinée, il a été montré par l'observation, par les climats au départ, par des effets sur la production, par des effets sur la qualité, par des effets sur les maladies, par des effets sur l'adaptation des pratiques culturelles. Et on a vu plein d'exemples qui sont venus des différents intervenants. On a aussi des exemples qui venaient de la Champagne qui nous montrent que ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre 20 ans avant de commencer à l'observer. On l'observe déjà. L'autre point qui me semble important aussi, qui a été traité ce matin, c'était la question de la variabilité intra-annuelle. Et je pense que Christine, là, elle a bien mis un point important par rapport à la production, c'est qu'il faut que l'on commence à avoir une certaine mémoire climatique. On s'habituait à ne pas se rappeler de ce qui s'est passé l'année dernière. Si je vous demande quel était le climat peut-être le 15 septembre de l'année dernière, allez, je vais être plus méchant, si je vous demande qu'est-ce qu'il faisait la semaine dernière, la plupart d'entre nous, on ne se rappelle plus, parce qu'on a vraiment une mémoire climatique très très courte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on apprenne, parce qu'on peut en tirer des conclusions importantes du vécu de certaines années particulières, comme en 2015, comme ils ont parlé les collègues. Et je pense que ça, c'est des exemples qui sont importants à retenir pour l'avenir, pour voir comment on peut s'adapter et pour améliorer nos adaptations, que des fois, il faut les faire un peu à la va-vite. Ça nous amène aussi à réfléchir d'une autre manière sur des systèmes plus résilients ou plus plastiques, parce que bon, on voit qu'il va y avoir une variabilité, et donc il va falloir quand même l'intégrer dans la construction de nos systèmes de culture, de nos pratiques, de nos types de vents, de tous les travaux que l'on veut mener pour maintenir nos domaines, les domaines qui vous appartiennent, sur le long terme. Un autre point qui me paraît très important de tout ce qui a été ce matin, c'est qu'on a pas mal de voies d'adaptation. Et la Champagne, bien Sébastien, il nous a montré vraiment une gamme d'adaptations intégrées, c'est-à-dire en prenant en compte les différentes problématiques, que ce soit au niveau de la parcelle, mais aussi au niveau des questions de vinification. Et là, on voit qu'on a plusieurs pistes, que ce soit au niveau de la conduite, que ce soit par des changements des densités, par des changements des types de feuillage, par des gestions de feuillage, pardon. Il y a beaucoup de questions sur le matériel végétal, et là, je pense que la présentation, elle a donné quand même une vision très large et à la fois très optimiste, et il faut être optimiste, concernant la disponibilité du matériel végétal pour l'avenir. Voilà, on a 3 pistes. Il y a la question du porte-greffe, comment il peut affecter les greffons. Sous les greffons, il y a l'existant, ses patrimoines. Alors, je voudrais juste faire remarquer une chose. En Bourgogne, il y a 2 cépages. Il y en a plusieurs, il y en a 3, mais il y en a 2, c'est Pinot Noir. Bon, 4. D'accord, pardon. Il y a le Pinot Noir et les Chardonnays. Il faut savoir que les Pinot Noirs et les Chardonnays, ça fait partie du top 10 du cépage au monde, qui couvre 40% de la surface viticole mondiale. Il faut savoir qu'en fait, ces 10 cépages, 9 cépages sont français, 8 ou 9 sont français, et ils couvrent 40%. Et il n'y en a que 20 cépages qui couvrent 50% de la surface mondiale du vignoble. Donc, on peut y aller chercher, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, sur des climats très différents, sur des sols très différents, avec les Pinots Noirs et avec les Chardonnays. Je sais que Benjamin Bois, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est une de ses petites activités extrascolaires, d'aller voir qu'est-ce qu'ils nous font les Chardonnays un peu partout. Et je sais que ça amène une connaissance et une compréhension de comment ces cépages se comportent sur des climats très différents. Donc ça, je pense que c'est des voies vraiment à explorer. Et il y a aussi la création variétale, mais ça a été dit. Aujourd'hui, on va commencer à sélectionner des vignes qui pourront être au mieux mis sur les marchés et acceptés par les producteurs pour plantation, et avec une vraie valorisation que dans 15 ans au meilleur des cas. Donc 15 ans, ça reste quand même pas des temps qui peuvent être très longs, peut-être aujourd'hui trop courts, si les changements ils vont trop vite, mais voilà, il faut déjà voir qu'est-ce que l'on a dans notre patrimoine. Je pense qu'il y en a quand même pas mal de diversités qui peuvent être valorisées. J'étais très content de voir les travaux de Sébastien Sido et de Benjamin, parce qu'on n'en a vraiment pas beaucoup de travaux sur l'impact du changement climatique sur les maladies. Et il ne faut pas non plus, il faut que l'on soit conscient de que ça va changer, probablement. Bon, là, les résultats ils montrent qu'il n'y aura pas forcément de changements sur les 2 maladies que l'on a étudiées, qui sont étudiées. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'il va falloir se préparer, c'est peut-être pour un type de groupe de maladies, je ne sais pas comment il a dit tout à l'heure Sébastien Dubuisson, ouh là là, ça fait peur ces trucs. Et le type de maladies, on va avoir une différente population de maladies qui va peut-être apparaître. Alors,
Souvent, on nous dit, est-ce que c'est les changements climatiques qui nous amènent les maladies? Non, les changements climatiques n'ont pas une petite balise des maladies qui veulent jeter un peu partout. La question, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de maladies qui n'étaient pas bloquées, qui étaient bloquées par les climats, elles ne les sont plus et elles arrivent à se développer. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir être vigilant pour ne pas se faire avoir. Et on voit en plus que certains pathogènes, ils s'installent très rapidement. En question de 2-3 ans, ils commencent déjà à être vraiment nuisibles. Donc ça, c'est un point qui reste important. Et donc ces travaux, ils sont importants pour comprendre quelle stratégie on peut amener, aussi par rapport à accompagner avec des questions de sélection variétale, avec des résistances aux maladies. Les 2-3 derniers points que je voulais traiter, on a discuté, et ça a été traité, et la dernière exposé, il parlait de ça. On va être confronté quand même à un changement de typicité. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer. On va avoir une évolution. Pour l'instant, de ce que j'entends, et c'est vrai, on est tous gagnants. Si on regarde, j'ai pas eu la chance de goûter de Bourgogne des années 70, pas de bol, mais apparemment, ce n'était pas la même chose que ce que l'on boit maintenant. Et bien ça va pas être du tout la même chose non plus demain. Alors, il y a peut-être 2 aspects qui me paraissent importants, qu'il faut garder en tête. D'une part, il va falloir gérer les nuits fraîches. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que, je vous ai montré tout à l'heure, on a des grosses évolutions de la température. On va y aller, dans certains cas, jusqu'à une augmentation de 11 degrés. Alors, ça, il faut faire attention. Ce n'est pas que l'on va avoir de 30 plus 11. Mais si on était maintenant à 14 ou 13, ben on va monter à 20-21. Donc il faut savoir comment ça va se passer avec des cépages. Et là aussi, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe avec ces cépages dans des climats plus chauds. Et l'autre aspect, c'est quel type de vin on veut faire. Voilà. Est-ce qu'on est plutôt dans des Bourgognes que l'on veut boire très vite et se faire plaisir rapidement, ou est-ce qu'on est sur une démarche plutôt de Bourgogne de garde? Et là, voilà, on va avoir besoin de mettre en place des stratégies très différentes, et on voit bien que les contraintes, elles ne seront pas les mêmes selon les types de vins que l'on veut produire à la fin. Il y a des vignobles aujourd'hui qui se sont donné une ligne conductrice sur les vins du plaisir, d'année, avec des fraîcheurs, avec des fruits, et qui ne se conservent pas, ils ne cherchent pas ça. Et là maintenant, il faut voir si ça c'est des stratégies qui nous intéressent ou qui vous intéressent au niveau du vignoble. Et les 2 derniers points que je voudrais dire, c'est concernant la recherche. Je pense que quand on voit des exposés de ce type et on entend un peu les questions, je pense qu'il faut être plutôt satisfait, mais à la fois ne pas baisser la garde concernant l'interaction recherche-développement et comment on peut maintenir un lien entre les différents acteurs de la filière. Pour 2 raisons, parce qu'il y a besoin que les acteurs qui sont sur le terrain puissent s'approprier les acquis de la recherche, et parce que aussi la recherche a besoin des gens qui sont sur le terrain pour pouvoir acquérir des données, pour tester de nouvelles hypothèses, pour tester de nouveaux modèles. Donc ces liens, il ne faut pas les casser, il faut les maintenir et les renforcer au maximum pour pouvoir faire face à des enjeux de ce type. Et mon dernier point, c'est rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure, les adaptations ils vont se faire au niveau local. Il ne faut pas s'attendre que le ministère de l'Agriculture arrive avec un plan sur l'adaptation du vignoble à l'échelle française, parce que ce n'est pas possible. Je pense que quand on entend les différentes problématiques que vous avez les uns et les autres à l'intérieur d'un même vignoble, si l'on change de cépage, si l'on a un type de vinification différente, on se rend compte qu'on n'aura pas les mêmes solutions. Donc ça, c'est vraiment des travaux qu'il va falloir mener localement, régionalement, en collaboration avec ces instituts de développement et de recherche, et avec un objectif de mettre en place au mieux les innovations qui nous correspondent pour pouvoir s'adapter face à ces contraintes. Et toujours sans oublier une approche multidisciplinaire, pas que de l'agronomie, pas que de l'œnologie, pas que de la socio-économie. Il faut vraiment que tous les acteurs y travaillent ensemble, parce que le problème il touche à tous les volets de la question, et notamment au niveau de la filière, on est confronté à tous les échelles. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci.